bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'initier cette journée dédiée au suivi haute fréquence de la qualité de l'eau et de vous introduire le projet Fresque et son méta-réseau. Alors l'objectif principal de ce projet, il est simple, il est de caractériser la qualité de l'eau sur un périmètre allant de Paris à la mer. Donc l'objectif, comme ça a été rappelé à l'instant, c'est bien de mettre en place un réseau qui est durable dans le temps afin d'obtenir des chroniques suffisamment longues pour pouvoir dégager par exemple des tendances d'évolution. Donc sur ce réseau, on a une fréquence d'acquisition allant de 5 à 20 minutes et il présente de nombreux intérêts, notamment opérationnels, car ce réseau va nous permettre de suivre l'impact d'aménagement, de rejet, d'accidents ou de n'importe quel événement particulier. Il y a également un intérêt scientifique, même des intérêts scientifiques très forts, qui quant à eux se situent plus sur la compréhension des processus et du système en général, et des intérêts stratégiques qui quant à eux revêtent plutôt un aspect réglementaire, de planification, d'adaptation et notamment dans le cadre du changement climatique. Donc c'est bien là la force de ce projet, c'est de réunir autour d'un même réseau des décideurs, des acteurs de terrain, opérationnels, des scientifiques, voire même le grand public. Donc avant de rentrer dans les détails du projet Fresque, j'aurais souhaité revenir avec vous sur ce qu'est réellement un réseau de mesure à haute fréquence. Donc en allant du terrain à l'exploitation des bases de données. Alors, tout d'abord, la mise en place de ces stations et de ces sondes ne se fait pas au hasard, comme je viens de vous l'expliquer. Elles ont pour vocation de servir des intérêts stratégiques, opérationnels, scientifiques, et donc de répondre à des questions bien précises. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une expertise scientifique pour déterminer l'emplacement, ainsi que les paramètres suivis pour bien répondre aux questions qu'on se pose. Il y a bien évidemment également un volet faisabilité, car on ne peut pas mettre ces sondes, ces capteurs n'importe où. On a besoin d'infrastructures spécifiques. Ensuite, certainement la partie la plus chronophage de la mise en place de ces réseaux, c'est le maintien justement de ces réseaux. Car on va rencontrer énormément de problèmes, ça peut être par exemple de la casse, du biofouling, des embâcles, et j'en passe énormément. Sur cette partie maintenance, on a également un gros travail de calibration qui est fait pour corriger la dérive des sondes, venir les réétalonner en laboratoire, etc. Et je voulais également souligner que des paramètres que l'on suit sont finalement que des proxys, comme par exemple la turbidité qui va être un proxy pour les matières en suspension. On a donc besoin régulièrement d'aller sur le terrain pour faire des campagnes, pour remettre à jour ces coefficients de conversion entre ces deux valeurs. Ensuite, toutes ces données, on va aller les mettre en base de données, et avant cela, elles vont passer par des algorithmes donc de validation et de qualification de la donnée qui, eux aussi, doivent être mis à jour régulièrement pour ne pas se baser sur des paramètres qui pourraient être obsolètes et donc invalider des données valides et inversement. Il y a également vraiment beaucoup de travail à faire sur la maintenance informatique, que ce soit du côté de la base de données ou des interfaces de visualisation pour les maintenir à jour. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va enfin pouvoir mettre à disposition de tous des données qui sont contrôlées. Et on arrive à l'étape qui nous intéresse le plus, qui est l'exploitation de ces mesures. On va pouvoir en tirer des tendances d'évolution, suivre des paramètres clés qui bien sûr vont être dépendants des intérêts spécifiques de chaque utilisateur, qu'ils soient scientifiques, qu'ils aient des questions plus réglementaires ou liées à l'activité industrielle. Et enfin, pour terminer sur cette diaporama, je voulais également vous rappeler que ces données, elles servent de base à de nombreuses démarches scientifiques, comme par exemple la modélisation. On va pouvoir venir calibrer ces modélisations numériques grâce à ces données de terrain, et elles sont vraiment indispensables. Et enfin, on va pouvoir les croiser, par exemple, avec les forçages pour mieux comprendre les processus qui sont à l'œuvre, dans notre cas dans l'axe Seine. Maintenant, revenons au réseau Fresque. Donc le projet Fresque, c'est vraiment un projet d'envergure qui s'est déroulé en 2 phases entre 2016 et 2024 et qui comprend 4 axes majeurs. Le renforcement des suivis, l'harmonisation des protocoles, donc qui s'est principalement déroulé en phase 1, les innovations métrologiques et la bancarisation, valorisation, diffusion des données et de l'expérience et des connaissances qui sont liées du coup à ces acquisitions. Et on va également avoir un 5e axe un peu transversal mais qui est très chronophage, qui consiste à fédérer les acteurs du suivi de la qualité de l'eau, qu'ils soient scientifiques ou opérationnels. Donc dans la suite de ma présentation, moi je vais m'intéresser particulièrement au renforcement de ces suivis et vous donner des exemples de la plus-value du suivi haute fréquence. Alors, le méta-réseau Fresque, c'est quoi ? C'est 12 stations qui sont réparties de Paris à la mer, dont 2 nouvelles, qui sont celles de Watteville-la-Rue. Ah, j'ai un pointeur, pardon.
celle de Watteville-la-Rue et celle de Pose. Donc, comme je vous l'ai dit, ces stations, on les met en place pour répondre à des questions bien précises, et c'est donc le cas ici avec Pose, qui a pour vocation de faire le lien entre ce qui se passe sur la partie fluviale et la partie estuarienne, et la station de Watteville-la-Rue qui a été placée à cet endroit afin de mieux suivre les problématiques de remontée du front de salinité. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une multitude de paramètres qui sont mesurés dans ce méta-réseau fresque. On a les nitrates, production primaire, température, oxygène, turbidité, conductivité, salinité, et également des paramètres forçants, notamment en baie, à Seine et à Smile, avec les paramètres météo, les courants et les vagues. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, la colonne vertébrale de ce réseau sont les mesures de température et d'oxygène, qui sont présentes tout le long du continuum, à l'exception de la température à Val-des-Leux. Et si on s'intéresse cette fois plutôt à la partie estuarienne et à la baie, on peut rajouter deux autres paramètres qui sont communs à toutes les stations. Ce sont donc la conductivité et la turbidité. Je vais maintenant passer à quelques exemples de la plus-value de la haute fréquence, et notamment autour de nos nouvelles stations. Donc je vais commencer avec Pose. Donc cette station de Pose, c'est une bouée qui est située à l'amont du barrage, donc le barrage de Pose qui est ici, et qui mesure la température, l'oxygène, la turbidité, la conductivité et les nitrates à une fréquence de 5 minutes comme le reste, du réseau Synapse. Donc dans ce cadre, je vais vous présenter les mesures de nitrates qui sont effectuées à haute fréquence à Pose, et c'est une nouveauté, elles sont en place depuis 2024. Et ces mesures de nitrates nous intéressent particulièrement car on veut en savoir plus sur les flux qui rentrent dans l'estuaire, car ces nitrates peuvent engendrer des problèmes d'eutrophisation marine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une orientation particulière au sein du ZDAGE de l'Agence de l'eau, donc le ZDAGE de 2022-2027, avec des cibles qui sont des concentrations moyennes hivernales, la première à 22 mg par litre en 2033, je crois, et 12 mg par litre en 2050. Donc, ce que vous avez sous les yeux, ce sont les mesures à haute fréquence réalisées par la sonde en gris, avec les moyennes journalières pour plus de visibilité, ce sont les points noirs, et le suivi basse fréquence de l'Agence de l'eau qui sont les points rouges. Il y a également bien sûr le débit de la Seine à Vernon ici au-dessus. Donc la première chose qu'on voit sur cette diaporama, c'est que maintenir un réseau à haute fréquence, ce n'est pas si facile. On rencontre de nombreux problèmes qui peuvent être divers et variés, et rien que sur cette année 2024, je peux vous en présenter deux. On a tout d'abord ici des variations qui sont vraiment très importantes et qu'on ne peut pas imputer à des processus naturels. Donc on a probablement un problème de capteur, est-ce de l'encrassement, une embâcle, on ne sait pas vraiment. Et le deuxième, c'est ici, au niveau de octobre 2024, novembre 2024, où on a probablement un problème d'étalonnage de ce capteur. Donc finalement, si on regarde l'évolution sur cette année 2024 entre les mesures basse fréquence et les mesures haute fréquence, bien qu'on ait une variabilité importante, finalement, on observe des niveaux qui sont comparables. Cependant, cette haute fréquence, elle va nous permettre de beaucoup mieux comprendre les dynamiques qui sont en place, de mieux comprendre les processus qui sont à l'œuvre. Comme je vous l'ai souligné ici dans les carrés verts, on peut voir que les pics de nitrate sont visibles à Pose à chaque fois lors des montées de crue. Et comment ça se fait ? Eh bien, c'est assez simple. On va avoir de fortes pluviométries sur les bassins versants qui sont à l'amont de Pose, qui vont venir lessiver ces sols agricoles qui sont amendés avec des nitrates. Ils vont donc arriver dans le lit mineur de la Seine et être transportés jusqu'à Pose, et on va donc les observer tous lors des montées de crue, tous ces pics les plus importants. Et on se rend bien compte qu'avec un suivi basse fréquence, il est entre guillemets facile de passer à côté de ces moments clés. Et évidemment, on a calculé également les flux arrivant dans l'estuaire sur l'année 2024 qui sont de 612 kilotonnes de nitrate. Je souhaitais vous présenter un autre exemple de la plus-value des mesures haute fréquence, cette fois-ci plus à l'aval de l'estuaire, et qui concerne le front de salinité. Donc ce front de salinité, historiquement, il était situé ici, au niveau de Vieux-Port, et via les observations, on s'est bien rendu compte, comme ça a été rappelé pendant l'introduction, qu'il remonte de plus en plus à l'amont, et on l'a même observé à l'amont de la station de pompage de Norville. Donc cette emprise spatiale qui se déplace vers l'amont met en péril certains usages, donc, notamment ce fameux pompage de Norville,
qui est obligé de cesser son activité dès que des eaux saumâtres sont pompées par la station. Donc on va avoir un impact, si je puis dire, longitudinal de cette remontée du front de salinité dans le lit mineur, mais on va également avoir un impact transversal, car le lit mineur est connecté aux nappes qui sont présentes dans le lit majeur, et on va voir ici, via des mesures de conductivité qui sont témoins de la salinité, on va avoir de fortes conductivités dans les nappes à l'aval, et elles vont diminuer au fur et à mesure qu'on se dirige vers l'amont. Et on en est sûr de ça, que les nappes sont bien connectées au lit mineur de la Seine, car on a pu l'observer lors d'un projet ferré qu'on a des variations au sein de ces nappes des niveaux qui sont semi-diurnes, donc qui varient avec la marée, et idem pour la température, qui témoignent donc des échanges entre ces nappes et le lit mineur de la Seine. Revenons maintenant à l'usine de Norville. Donc, ce que je vous présente là, ce sont les mesures de conductivité en violet au niveau de la bouche de pompage ici. Vous avez également les variations de hauteur d'eau en gris et les coefficients de marée en jaune. Donc comme vous pouvez l'observer, ces variations elles sont extrêmement rapides. Encore une fois, les pics de conductivité varient avec la marée. Et on va avoir les pics les plus importants, donc en juillet 2023, lorsque les coefficients de marée sont les plus importants. On va donc avoir des flots qui vont permettre aux eaux marines de remonter loin à l'amont de l'estuaire. Mais cette relation, elle n'est pas vérifiée en août 2023. Et ce, pour la bonne et simple raison qu'en fait, la position du front de salinité, c'est un équilibre entre donc les apports marins et les débits fluviaux. On va donc avoir la Seine qui va nous apporter des eaux douces, et plus le débit va être important, plus ça va permettre en fait de repousser ce front de salinité vers l'aval. Et c'est pour ça que cette relation qu'on avait entre fort coefficient et important pic de conductivité à l'usine n'est pas observée en août 2023, parce que vous avez ici en bleu le débit, et on voit bien qu'il remonte avant l'arrivée des plus forts coefficients. Si maintenant, peut-être conclure quand même là-dessus, c'est vrai qu'on va avoir des conditions donc favorables, défavorables aux usages, mais favorables à de fortes remontées du front de salinité, qui vont être lors des grandes marées et des étiages. Si maintenant on observe ces données à une échelle pluriannuelle, donc là on s'est intéressé à la position moyenne du front de salinité depuis 2016, on observe bien cette remontée vers l'amont, à l'exception bien sûr de l'année 2024 qui a été particulièrement humide. On a donc bien une variation interannuelle qui est très importante, ce qui souligne l'importance d'avoir de longues chroniques pour dégager des tendances d'évolution qui sont fiables. Donc on a bel et bien cette remontée du front de salinité qui peut mettre en péril les usages, mais on observe également des remontées d'autres paramètres, tels que par exemple la turbidité avec le bouchon vaseux. On a la même tendance, on voit un bouchon vaseux qui remonte de plus en plus à l'amont de l'estuaire et qui se retrouve dans des zones où finalement il n'y a plus de connectivité latérale entre le lit mineur et le lit majeur, ce qui va nous poser de grandes questions sur la disponibilité des habitats, car on va avoir des habitats très particuliers à l'embouchure dans des milieux également très particuliers qui ne peuvent plus se reporter vers l'amont. On a donc un double enjeu sur les usages et sur les habitats. Afin de conclure sur l'utilisation de ce méta-réseau, j'ai essayé de replacer les objectifs principaux. J'ai essayé de replacer les objectifs principaux de chacune des stations. Donc bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est pour vous donner un ordre d'idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces stations. Donc je vais les reprendre de l'aval vers l'amont. Donc on va avoir Smile ici, qui va nous permettre d'effectuer un suivi de la baie de Seine assez exhaustif avec une multitude de paramètres mesurés. Ensuite, on va avoir Seine, la bouée Seine ici, et Balisa, qui vont nous permettre de mieux connaître les apports aval et le lien baie-estuaire. Ensuite, on a Tancarville et Fatouville. Ces deux stations ont donc des sondes à la surface et au fond. On va donc pouvoir étudier les gradients fond-surface grâce à ces stations, également suivre la progression du bouchon vaseux. Donc, comme je vous l'ai dit, la nouvelle station de Watteville-Larue, elle a pour vocation vraiment de mieux comprendre cette remontée du front de salinité. Ensuite, on va avoir les stations de Val-des-Leux et de Rouen qui, quant à elles, nous permettent de mieux caractériser l'impact de l'agglomération rouennaise. Ensuite, Pause, donc celle-là aussi je vous l'ai décrite, c'est vraiment mieux connaître les apports amont et le lien entre le fleuve et l'estuaire. Et vraiment à l'amont, dans la partie fluviale, on a donc le réseau du SIAP avec Méricourt, Andrézy et Bougival qui, quant à elles, nous permettent de vraiment mieux caractériser l'impact de l'agglomération parisienne et donc au SIAP de piloter son réseau d'assainissement.
Donc finalement, qu'est-ce qu'on observe? On observe des évolutions des conditions en baie, hein, grâce au bouée Smile et Seine. On observe également des remontées des conditions marines dans l'estuaire, et ce sous l'influence du changement climatique et des aménagements. Si on repart de l'amont, on va avoir vraiment la propagation des contaminants, sédiments, nutriments, etc. qui va se propager vers l'estuaire, et cela sous une pression eutropique grandissante et avec des épisodes extrêmes qui vont être de plus en plus intenses, et je pense notamment aux crues et aux étillages. Et au milieu de tout ça, on a l'estuaire qui, lui, est sous une pression de plus en plus intense des processus amont et aval. Et donc, encore une fois, je me permets de vous rappeler l'importance d'affiner ces tendances, et pour cela, on a besoin de chroniques longues pour bien comprendre l'évolution de ce système, d'où l'intérêt de faire durer ce métaréseau fresque. Donc ensuite, pour le reste de la matinée, les collègues qui ont participé au projet Fresque vont vous faire des présentations principalement sur les axes 3 et 4, qui sont donc l'innovation métrologique et la représentativité des mesures, ainsi que la bancarisation, valorisation et diffusion des données et des connaissances acquises. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu. Alors du coup ce qu'on vous propose c'est s'il y a une ou deux questions de compréhension sur la présentation, voilà, on peut les prendre maintenant, mais sachant qu'on aura un temps d'échange un peu plus long en fin de matinée pour voilà, des échanges un peu plus larges, comme ça vous aurez vu l'ensemble des présentations, ce sera souvent plus intéressant pour les discussions, mais si vous avez une question assez précise sur la présentation de Mathieu, on peut la prendre dès maintenant. Oui. Et n'hésitez pas à vous présenter dans le micro au moment où vous... Alors dans le micro, ça sera pour être enregistré. D'ailleurs, j'ai oublié de passer ce message-là. On est enregistré aujourd'hui, c'est vrai que j'ai oublié de vous prévenir. Donc après la région Haute-Normandie, je vous préviens maintenant que on est enregistré aujourd'hui. Donc il y aura une vidéo et du son. Donc vice-présidente de Écologie pour le Havre, Annie Leroy. Il est prévu à l'est du pont de Normandie des grands projets industriels, ça regroupé sous le nom de A29. Il y a 3 grands projets, en particulier d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau. Alors, hormis la question du débit de la Seine qui apparemment va aller en diminuant, le fait que cette pollution soit mise en évidence, enfin je dis pollution au sens large, est-ce que ça peut avoir une influence sur la possibilité d'électrolyse et de fabrication de cet hydrogène vert? Alors oui, bien sûr, j'imagine que ça peut avoir des impacts. J'avoue que je ne suis pas un expert de ces questions d'hydrogène. À ma connaissance, c'est surtout que ça consomme énormément d'eau. Ouais, et d'électricité. Donc oui, effectivement, à l'embouchure, il faut être vigilant avec cette ressource en eau, parce qu'on peut avoir de plus en plus de potentielles intrusions dans les nappes souterraines, pour peu qu'elles soient connectées au limineur. Donc ouais, il faut vraiment faire du cas par cas sur ces questions, et être bien sûr de la disponibilité de la ressource. Merci. On va essayer de rester centré sur les questions sur le réseau aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur la Seine. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation de Mathieu? Complémentaire? Oui. Oui, bonjour, Stéphane Aumonier du syndicat mixte de gestion de la Seine normande. J'ai juste une question par rapport au barrage de Pose. En fait, je voulais savoir si le barrage de Pose avait une influence sur les paramètres suivis, et si oui, sur lesquels, et comment peut-on les décrire? Oui, certainement qu'il y a une influence sur de nombreux paramètres, notamment le transport sédimentaire. Et après, j'avoue que je ne pourrais pas vous donner en détail tous les impacts de ce barrage. Il faudrait les étudier de manière particulière, par exemple en instrumentant juste à l'amont et à l'aval. Mais oui, en tout cas sur le transport sédimentaire, c'est sûr qu'il y a des impacts des barrages. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter la réponse sur d'autres paramètres? Je suis désolé, sur le barrage de Pose, en termes de transport sédimentaire, a priori, il n'y a pas forcément de répercussions parce qu'il y a une chasse par le dessous et par le dessus en surverse. Là où il peut y avoir des effets, c'est plus sur l'oxygène avec du coup, la chute d'eau qui a un impact non négligeable sur la réoxygénation. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Oui, merci. David Doxaran pour le pôle de données Océan Audatis. Je voudrais savoir comment, dans le cadre de Fresque, sont bancarisées et diffusées les données qui sont acquises. Alors je vais me permettre de ne pas répondre tout de suite parce que mon collègue Cédric Fisson va vous présenter tout ça en fin de matinée. Mais vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos et les liens vers les différentes bases de données.